aujourd'hui, c'est la seule qui soit remboursée. Les Français y sont attachés. C'est probablement un effet placebo. Si ça peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques quelque part, je pense que nous y gagnons collectivement. Voilà, ça ne fait pas de mal. Voilà les arguments énoncés par la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour continuer à rembourser à hauteur de 30% les traitements homéopathiques. Il faut dire que le marché est considérable en France, qui est l'un des premiers consommateurs d'homéopathie au monde. Jusqu'à une personne sur 3 aurait aujourd'hui recours aux petits granulés, principalement pour traiter de ce qu'on appelle la bobologie. C'est surtout une manne financière pour les laboratoires Boiron, dont le chiffre d'affaires dépasse les 600 millions d'euros. La moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé sur le territoire national. Alors qui faut-il croire? La tribune FakeMed de 124 médecins qui somme le gouvernement de dérembourser ou le gouvernement de l'autre côté qui estime qu'après tout, comme on vient de l'entendre, ça ne peut pas faire de mal. Bonjour Jean-Paul Krivine. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Science et Pseudosciences. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler ce que c'est exactement que l'homéopathie. L'homéopathie, en fait, est une approche thérapeutique imaginée il y a environ 200 ans par un médecin allemand qui s'appelle Samuel Hahnemann et qui, en fait, déplorait les résultats de la médecine de l'époque qui était très dogmatique, faite de saignées, de choses comme ça, et a voulu proposer quelque chose de plus proche du patient. Le problème, c'est que ça n'a pas tellement évolué en 200 ans et on peut peut-être justement regarder quels sont les fondements de l'homéopathie. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a dans une granule d'homéopathie? D'abord, c'est le principe de similitude. Samuel Hahnemann avait essayé sur un extrait de quinine, avait goûté ça alors qu'il n'était pas atteint de la malaria et avait cru reconnaître les symptômes de la malaria. Et donc, il avait énoncé son principe qui est de dire que tout ce qui provoque chez un individu sain des symptômes donnés guérira les mêmes symptômes chez un individu malade. À partir de là, il a testé avec un certain nombre de collègues des tas de produits dans tous les sens, de l'arsenic, du mercure, des plantes, des choses comme ça. Il notait sur un petit cahier les symptômes qu'il pensait reconnaître, recevoir, et il a construit ainsi le début de la pharmacopée homéopathique qui associait les symptômes ressentis avec ce qu'elle pouvait guérir chez des personnes malades et qui exprimaient ces symptômes. Ça, c'est le premier postulat de l'homéopathie. Alors dedans, on trouve, il faut l'avoir en tête, bien sûr, on pense souvent homéopathie, c'est naturel, on pense à des extraits de plantes, de minéraux, mais il y a des choses beaucoup moins ragoûtantes aujourd'hui, telles que, je donne un exemple, Médorinum, qui est du pus blénorragique et qui est censé correspondre à un certain nombre de pathologies comme des problèmes ORL ou des problèmes prostatiques. Le fondement de l'homéopathie, le principe de l'homéopathie, c'est le principe de la dilution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le principe de la dilution homéopathique? Alors oui, c'est le deuxième principe. Il découle quelque part de ce principe de similitude. Encore une fois, homéopathie, c'est la similitude. J'ai cité un certain nombre de produits qui ont été testés, l'arsenic, le mercure. On se doute bien que c'est des produits toxiques. Même d'ailleurs certaines plantes, comme belladone, sont tout à fait toxiques. Donc Hahnemann, conscient de ça, a dilué énormément les produits qu'il goûtait, ne serait-ce que pour pas intoxiquer lui et les médecins qu'il faisait. Donc ces fameuses dilutions, les fameuses CH, partent de ce principe qui a été théorisé dans la doctrine homéopathique, qui est de dire quelque part, plus c'est dilué, plus ça va avoir d'effet. Et la dilution est mesurée par ce qu'on appelle un CH. Un CH, c'est tout simplement, je prends une goutte du produit, je la dilue 100 fois dans de l'eau, par exemple, et j'ai le premier CH. Je la dilue une deuxième fois dans 100 fois, et donc là, je suis à 100 fois 100, ce qui fait 10 000, j'ai à 2 CH. Et on monte ainsi, comme ça, dans la lignée, pour arriver à des concentrations qui sont, je veux dire, pour toute personne qui connaît un peu les bases de la chimie, tout simplement incroyable. C'est-à-dire qu'à 8 CH, il n'y a plus rien du produit initial. À 20, 30 CH, on est sur quelque chose d'improbable. Alors, on entendait la ministre dire tout à l'heure, certes, mais ça ne fait pas de mal. On parle aussi beaucoup de l'effet placebo. Que disent les études scientifiques à ce propos? Le lien qu'il peut y avoir entre les traitements homéopathiques et l'effet placebo? Alors, on est au cœur de la question sur l'homéopathie. Ce que je viens de vous dire à l'instant sur les hautes dilutions n'invalide pas la possibilité pour l'homéopathie d'être active. En science, on ne juge pas de quelque chose en disant c'est possible, pas possible. En tout cas, en médecine, on regarde d'abord est-ce que l'effet est là, et si l'effet est là, alors on cherche à l'expliquer. S'il n'est pas là, je veux dire, voilà. Donc, comment on fait en médecine et en santé? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler. C'est ce qu'on appelle la pyramide des niveaux de preuve. Le témoignage n'a pas de valeur de preuve.
Puisque vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Paul Krivine, le fait que un médicament aujourd'hui, pour arriver sur le marché, est contrôlé, qu'on doit précisément vérifier qu'il produit plus d'effets que l'effet placebo, comment expliquer aujourd'hui que l'homéopathie, qui produit autant d'effets que l'effet placebo, soit mis sur le marché ? Alors il faut savoir, mais c'est une décision politique, et là la science a moins de choses à dire, que les médicaments homéopathiques bénéficient d'un statut d'exception sur l'autorisation de mise sur le marché, statut qui ne leur demande pas d'établir la preuve de leur efficacité. Donc nous avons aujourd'hui des médicaments à statut dérogatoire qui n'ont absolument pas à fournir toutes les études que doivent fournir tous les autres médicaments montrant la preuve de cette efficacité. Il faut savoir que ceci a été contesté par exemple aux États-Unis et l'administration sanitaire aux États-Unis impose maintenant que soit apposée sur les boîtes des médicaments homéopathiques la mention justement qu'ils n'ont pas bénéficié d'une évaluation montrant l'efficacité qui est alléguée. Quid de l'argument de la ministre, ça évite d'avoir recours à des médicaments toxiques, je la cite, ou ça ne fait pas de mal ? Finalement, si ça ne fait pas de mal, c'est pas si grave. Alors, il y a deux questions qui sont posées. La première, qu'est-ce qui dit que si l'homéopathie était déremboursée, les gens se précipiteraient sur des médicaments agressifs ? Ça demande à être établi. Ça sous-entend par ailleurs que les médicaments sont agressifs là où l'homéopathie ne l'est pas ? Oui, c'est une manière de le dire, mais souvent on oublie que c'est souvent la maladie qui est agressive et pas le traitement, et qu'il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que sur des petits bobos qui passent un peu tout seuls, oui, il vaut mieux certainement pas prendre un médicament qui a une efficacité. Mais dès lors qu'on a une vraie maladie et qu'on souhaite réellement une prise en charge, il faut avoir en tête que c'est la maladie qui est agressive. Deux autres arguments pour conclure cet entretien, Jean-Paul Krivine. Le premier qui dit que finalement l'homéopathie, qui a tout de même causé la mort d'un enfant de 7 ans en Italie des suites d'une otite, mais a néanmoins fait nettement moins de morts et nettement moins de dégâts que d'autres médicaments de la filière traditionnelle, comme on peut citer l'exemple du Mediator ou du Distilben. Oui, on ne compare pas la même chose, bien entendu. C'est-à-dire que oui, il y a des effets secondaires des médicaments efficaces, mais enfin, il s'adresse à des personnes qui ont des vraies pathologies qu'il faut guérir. L'homéopathie, au moins dans nos pays, s'adresse, je dirais, soit en accompagnement, soit sur, comme vous l'avez employé ce terme, de la bobologie. Les deux problèmes que pose l'homéopathie, c'est d'une part que dans un certain nombre de cas, elle peut retarder la mise en place d'un vrai traitement, ce qui s'est passé sur cet exemple en Italie, et dans d'autres cas, et ça c'est souvent un peu oublié, que certaines associations, je pense par exemple Homéopathes sans frontières, font la promotion des médicaments homéopathiques en Afrique pour des maladies graves, des maladies endémiques, au nom d'arguments que là, clairement, la science réfute, parce que l'homéopathie n'a pas d'efficacité. L'argument qui est de dire c'est plus abordable pour ces populations, oui, mais si c'est inefficace, ça n'a aucun intérêt. Et par exemple, par rapport à la vaccination, il n'y a pas besoin de chaîne du froid pour les médicaments homéopathiques. Là, on est sur quelque chose qui pose un vrai problème de santé. L'OMS, d'ailleurs, était intervenue sur ce sujet-là il y a quelques années. Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.